Alors quel pourrait être l'impact de cette crise sanitaire sur notre société? Je dirais trois grandes catégories d'impact. La première catégorie, c'est tout le niveau méta de transformation de gouvernance nationale et mondiale. Certains ont même parlé de démondialisation, d'un mouvement de re-souverainisation, en tout cas très certainement d'un tournant social-démocrate, d'un investissement massif dans justement la préservation de certains biens vitaux, publics, essentiels, et qui ont été soit trop marchandisés, ce qui est un peu la même chose, soit effectivement nous avons produit une dépendance trop grande par rapport à cela. Ce sont des secteurs vitaux comme la recherche, comme l'accès à certains types de médicaments, l'alimentation, demain peut-être l'éducation, enfin bref. Donc on a un aspect de transformation de la régulation de la mondialisation et de comprendre que tout simplement les hypersystèmes comme le nôtre ont des failles systémiques fortes. Et que nous devons reproduire des digues, que ces digues soient naturelles ou technologiques ou politiques, pour précisément faire en sorte que quand il y a un dysfonctionnement mondial, qu'il soit pandémique ou autre, il y ait des possibilités d'enrayer et de ne pas faire bugger tout le système. Donc ça, c'est un impact méta qui n'est pas que dans le domaine de la procédure, qui est aussi un impact philosophique, parce que derrière, bien évidemment, cela, il y a une philosophie particulière, une manière de voir la mondialisation. Le deuxième grand mouvement de transformation, c'est plutôt un mouvement appliqué, incarné, c'est-à-dire des nouveaux usages, une révolution dans les usages. On en a eu l'expérience, on connaît, les choses ne sont pas nouvelles, mais en revanche, elles n'étaient pas en voie de banalisation ou d'acceptabilité forte. Prenons le télétravail, on voit que les entreprises traînent des pieds et puis soudainement découvrent que non, c'est possible, même s'il faut monter en robustesse. Le téléenseignement, la télééducation, pareil, il faut monter en robustesse, en compétences, parce que c'est pas les mêmes compétences. On voit que l'enseignement supérieur est plutôt bien préparé à la question du téléenseignement, beaucoup moins les niveaux, inférieurs. La téléconsultation, enfin bref, tout ce que peut nous offrir comme outil non pas de substitution, mais d'accompagnement, en tout cas nous permettre de travailler, de vivre différemment, de consommer différemment, d'apprendre différemment. Donc ça, c'est un univers important. Autre chose, c'est que on demandait au Fab Lab, donc à tous les univers comme ça de sciences citoyennes, d'expérimentation locale, etc., de montrer, d'avoir un test de crédibilité. Et là, il y a eu le Covid, et le Covid a montré que ces Fab Labs ont été assez opérationnels, en produisant des masques, en produisant des respirateurs, etc. Donc, tout d'un coup, un côté comme ça d'ingénierie du jugade, d'ingénierie du non pas du malheur, mais de l'hyper-contrainte. Et oui, cette hyper-contrainte, elle peut être générative, pas simplement de concepts, mais de prototypes. Il y a eu des moments plus compliqués, mais par exemple, le grand moment absolument terrible de l'impossibilité de conduire son deuil de façon classique, d'accompagner les morts de façon classique, et on a vu les pompes funèbres s'obliger tout d'un coup à se saisir des outils numériques, ce qui était par exemple pas du tout leur manière de faire. Donc voilà tout un autre pan de transformation qui va être lié à cette crise sanitaire. Et puis un troisième grand axe qui est plus un axe de civisme citoyen, un axe comportemental, où encore une fois nous sommes plus classiquement habitués aux conceptions de liberté négative, et là nous redécouvrons la nécessaire articulation avec
des conceptions positives de la liberté où on est conscient de nos interdépendances et du solidarisme qu'il faut essayer de mettre en place, et donc nécessairement d'une coordination entre nos comportements. De votre point de vue de psychanalyste et de philosophe, quel type de conséquences collectives et individuelles voyez-vous apparaître dès aujourd'hui? Alors là, la question elle est peut-être plus côté clinicien. Qu'est-ce qu'on voit? Tout dépend, là encore une fois, hein, le confinement, c'est en vérité des confinements. Des confinements, donc une pluralité de situations, ça va de l'ultra vulnérable, les aînés, les personnes âgées isolées, les dépendants, les malades chroniques, les immunodéficients, tous ceux qui sont addicts, comment dire, à la drogue ou que sais-je, les femmes battues, enfin bref, donc vous voyez les enfants maltraités, enfin bref, il y a tout cet univers de vulnérabilité jusqu'à bien évidemment une vérité beaucoup plus douce, économiquement parlant, etc. Donc résultat, ça fait une atomisation des confinements. Hein. Là, le confinement, il fait d'abord éclater, non pas au grand jour, parce que personne ne découvre ça, mais il fait éclater le délétère et bien évidemment la vérité profonde des fractures sociales. Et donc résultat, c'est pas le même type de décompensation, bien évidemment. Donc vous avez des décompensations en fait qui peuvent être des décompensations liées à la peur pour soi, pour sa santé. C'est terriblement le cas pour tous ceux qui sont déjà en fait malades et qui voient le Covid comme une occasion terrible d'affaiblissement, voire de mise en danger considérable. Et puis vous avez tous ceux qui ont une angoisse économique. Donc ce sont d'autres types de décompensation et qui déjà se projettent dans un avenir incertain ou austère, hostile, où il va falloir tout d'un coup récupérer sur X mois ce qui vient de disparaître là. Et puis il y a tous les questionnements sur ceux qui ont considéré ce temps comme un temps initiatique, en estimant qu'il y aura un avant, un après, parce qu'il est propice aussi à ça. Bien évidemment, nous voyons tous les soirs ce mouvement, cette ode aux soignants. Il y a quantité de métiers qui étaient dévalorisés, et il y a une revalorisation de ces métiers, en tout cas dans la reconnaissance symbolique qu'il leur est dédiée en ce moment. Il n'empêche que, quid de la durabilité de tout ça, quid du maintien de cette conscientisation de la nécessaire solidarité entre nous au-delà de la catastrophe ou de la crise sanitaire, c'est véritablement la question, et bien évidemment ça inquiète les uns et les autres. Nous n'avons pas le même type d'espérance par rapport à cela. Alors en quoi la crise actuelle nous pose de nouvelles questions d'éthique? En fait, elles sont pas nouvelles. Hein. Elles sont éventuellement plus pressantes parce que la situation qui est la nôtre est plus difficile. C'est une situation d'urgence sanitaire, donc exceptionnelle. C'est une situation de raréfaction des moyens. On a un manque de lits Covid, de masques, de tests, de respirateurs, et ce qui fait que des vieilles questions qu'on connaît bien, telles que par exemple la priorisation, la question du tri des malades, elle peut se poser. Et les critères de la priorisation, ils sont compliqués. L'enjeu, c'est bien évidemment d'être le moins arbitraire possible, d'être dans un principe de justice distributive, et donc de pondérer entre à la fois l'évaluation de la gravité d'une situation, l'état préalable du malade, avec des scores de fragilité clinique, des scores GIR, enfin que sais-je, c'est-à-dire qu'on évalue la santé au départ, et puis bien évidemment les situations de gravité, ce qu'on appelle le critère d'efficacité prospective, et petit à petit on pénètre dans un territoire qui est violent, bien évidemment, pour les valeurs qui sont les nôtres, puisque ce sont des valeurs qui sont construites autour des droits de l'individu, et on pénètre dans ce que la médecine militaire peut connaître, ou la médecine de catastrophe, c'est-à-dire des logiques de grand nombre qui tout d'un coup peuvent prévaloir
Et donc le fait qu'effectivement, quand on vient donner un certain type de ressources à un malade, on s'interroge aussi sur les pertes de chance que cela peut constituer pour d'autres malades. Donc ça, c'est la question de la priorisation. Vous avez dans ce moment particulier aussi la construction d'un comportement collectif, ce qui est aussi assez non pas inédit, mais qui n'est pas coutumier des sociétés modernes telles que nous l'avons. Nous ne sommes pas habitués. Nous avons une conception de liberté négative. Là, tout d'un coup, c'est potentiellement au mieux de la liberté positive, c'est-à-dire très très articulée à une question de bien commun, de bien public, etc., voire une question tout simplement de responsabilité collective, c'est-à-dire le fait que vous restreignez vos vos libertés individuelles, alors bien évidemment en respectant les principes de l'état de droit et de l'état d'exception corrélé à l'état de droit, et donc on vient subordonner un comportement individuel à un comportement collectif. Bien évidemment, troisième grand axe, c'est pas véritablement d'ailleurs un questionnement éthique, c'est un questionnement juridique, c'est toutes les dérives liberticides de ce fameux état d'exception sanitaire. Jusqu'à quand? Ça doit être temporaire, ça doit être non déraisonnable, proportionnel, c'est de l'ultima ratio, entre guillemets, enfin, pas tout à fait, mais c'est quand même en dernier recours, en stricte nécessité, et jamais perdurer au-delà. Donc, ce qui veut dire qu'il faut un suivi démocratique quand même extrêmement rigoureux pour bien vérifier qu'il n'y a pas de dérive liberticide au-delà de ce qui est nécessaire. Et puis, dernier grand point de ce questionnement éthique, c'est bien évidemment toute la question de l'équité, et non pas la question de l'égalité, c'est-à-dire l'hypervulnérabilité de certaines situations, bien évidemment les EHPAD, les prisons, les SDF, les lieux, tous ceux qui ont des maladies chroniques, bref, toutes ces hypervulnérabilités ont en fait un accès à la norme plus compliqué, puisque il y a un effet discriminant de la norme plus fort pour elle. Et donc, à ce moment-là, le questionnement éthique, c'est comment on fait pour que le remède ou que la règle ne vienne pas renforcer ces vulnérabilités. Et donc, nécessairement, ça veut dire produire peut-être des alternatives, ne pas faire de zèle excessif, construire une jurisprudence par rapport à ça. Bref, prenons la question des EHPAD, on sait très bien que oui, restreindre la liberté des visites, etc., on comprend l'idée, mais on sait très bien que c'est extraordinairement délétère pour les résidents. Donc, quand une règle s'applique, comment on fait pour corriger la discrimination qui est liée à cette règle parce que trop générale?